T'es trop à droite. À gauche, Dou. David, 34 ans, et Swazik, 28 ans, sont de tout nouveaux agriculteurs. Ils viennent de se lancer dans la pomme de terre. On est en train de remonter la terre sur les plants de patates pour éviter que la pomme de terre prenne la lumière et ne verdisse. Et puis ça va l'aider aussi à grandir. Pour l'instant, on est dessus, Dou un peu à droite. Swazik n'est pas une fille de la campagne. Il y a 3 ans, elle était animatrice de classe de mer. Soulève. David, lui, vendait du matériel de plongée à Brest. Ce jeune couple est en pleine reconversion. Moi, avant, j'habitais en ville et jamais j'aurais imaginé qu'un jour je serais agricultrice. J'avais jamais vu une poule avant de venir ici, donc je découvre au fur et à mesure, quoi. Pour leur nouvelle vie d'agriculteurs, ils se sont installés dans ce lieu extraordinaire. L'île de Kéménès. Une île déserte, au beau milieu de la mer d'Iroise, au large des côtes bretonnes. Avec leur fille, Chloé, ce sont les seuls habitants de ce petit paradis de 26 hectares. L'aventure a démarré il y a 3 ans. Swazik et David ont été sélectionnés par le Conservatoire national du littoral pour un projet expérimental de ferme écologique. C'est un changement de vie radical, oui, parce que on arrive tous les jours à s'émerveiller. On a quand même la chance de vivre en plein milieu d'un milieu qui est préservé. C'est quand même un des paysages les plus jolis que je connaisse, et c'est une chance inouïe. Ah ouais, il y a pire. Hein. C'est vrai qu'il y a des fois on s'arrête parce qu'on voit les dauphins passer. C'est quand même très très agréable. Dans ce site naturel protégé, interdiction d'utiliser le moindre engrais ou insecticide. Ils seront donc des agriculteurs bio. Si on peut produire des bons produits sans faire appel à justement tout ce qui est ces produits chimiques, c'est mieux pour notre santé, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour la planète, et puis voilà. Leur objectif, produire 10 tonnes de pommes de terre bio, à 2 et avec les moyens du bord. Pour cela, ces agriculteurs en herbe vont devoir s'adapter à une vie de Robinson. Voitures électriques, panneaux solaires, recyclage des eaux usées et éoliennes. Kéménès est devenue la seule île française autonome en énergie tout au long de l'année. Ce qui n'empêche pas d'avoir tout le confort moderne. On est mieux équipé que quand on habitait à Brest. Avec les énergies renouvelables, on a suffisamment d'énergie pour avoir finalement tous les appareils que tout à chacun aurait. On a le micro-ondes, on a la bouilloire électrique, on a la cafetière, la yaourtière, le lave-linge, le sèche-linge. Chloé, 7 mois, fait aussi partie de l'aventure. Ça va être bon. Depuis sa naissance, elle est élevée au grand air et à la purée de pommes de terre. Les pommes de terre de papa et maman. Je crois que c'est la première chose qu'elle a mangée. Des pommes de terre bio, mais aussi un grand cellier garni de provisions. L'épicerie la plus proche est à 20 minutes de bateau. Il faut pas hésiter à prendre plus, mais au moins, si jamais un jour les conditions météo sont pas bonnes et qu'on peut pas aller faire les courses comme on l'avait prévu, avoir suffisamment de stock pour parer à cette éventualité-là. En fait, on fonctionne un peu comme sur un bateau, mais voilà, sauf qu'on est sur une île, quoi. C'est le même principe. C'est un bateau qui ne bouge pas. C'est un bateau qui ne bouge pas. Embarqués dans le même bateau, David et Swazik vivent coupés du monde depuis 3 ans. Et pourtant, ils disent ne pas souffrir de l'isolement. Vous êtes des amoureux de la solitude? Non. Non, on n'est pas venu ici pour se couper de la société, pour chercher la solitude à tout prix. C'était juste une opportunité qui s'est présentée. Voilà, on a entendu parler du projet et ça nous a donné envie. Mais à aucun moment, on a voulu fuir quoi que ce soit. On est suffisamment occupé dans la journée pour ne pas avoir à s'ennuyer. Donc en soi, c'est pas plus compliqué que d'être sur le continent ou quoi que ce soit. La solitude, elle se ressent pas. Mais quand vous avez envie de sortir comme ça le soir, aller au cinéma, en boîte Alors on le faisait déjà pas avant, donc il n'y a pas de raison qu'on ait plus envie maintenant. Allez, on a habité quoi, 5 ans à Brest, Ouais, si on ensemble 2-3 fois par an. Si on allait 3 fois au cinéma en 5 ans, c'est le grand maximum. C'est à peu près ça. Ici, il n'y a ni cinéma ni théâtre, mais pas le temps de s'ennuyer. Il y a toujours une occasion de se divertir. Cet après-midi,
il y a un problème avec les 35 moutons installés sur l'île comme tondeuse écologique. Les petites bêtes raffolent des plants de pommes de terre et saccagent les cultures. Allez, hop, hop, hop. Allez, bidou, pousse. Seule solution, les éloigner des cultures. Attends, c'est pas gagné. Hein. Pour ces agriculteurs fraîchement reconvertis, difficile de s'improviser berger. Toi, tu vas finir en méchoui. Allez, c'est bien, ramène-les. Allez. C'est bien, les coupe pas. Allez. Première difficulté, les rassembler tous dans le même enclos. C'est bien, on va y arriver. Et ben voilà. Swazik a une idée. Isoler le troupeau sur l'îlot d'à côté, accessible à marée basse. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre la psychologie de l'animal. J'essaie de me mettre à la place du mouton. Si j'étais un mouton, est-ce que je suivrais ma mère ou est-ce que c'est plutôt mes mères qui suivraient leurs petits? Après réflexion, il décide d'attraper les agneaux, beaucoup moins lourds, en espérant que les mères vont suivre. Hop là, Titon. Tiens, bon, j'en ai 2. Lorsqu'on vit sur une île déserte, impossible de demander un coup de main au voisin. L'avantage quand on est tous les deux, c'est qu'on peut s'énerver l'un sur l'autre. Voilà, ouais. Tu fais venir d'autres gens, tu peux pas t'énerver sur les autres, quoi. De toute façon, on finit toujours par se réconcilier parce qu'on est deux, donc on n'a plus personne à qui parler. Donc, pour jouer aux cartes. Les oies sont pas hyper bavardes. 1 heure plus tard, tous les agneaux sont chargés. Direction l'îlot d'en face. La suite du plan, c'est de convaincre les petits d'appeler leur mère pour qu'elle les rejoigne dans leur enclos naturel. Il n'y a qu'un banc de sable à traverser. Allez, on appelle maman. Ouais, c'était petit ça. Hein. Allez, encore. Bé. Ça y est, elle commence à descendre. Regarde, elle descend. Regarde là-bas. On appelle encore. Bé. Mais c'est finalement l'inverse qui se produit. Non, restez là. Les agneaux rejoignent leur maman sur l'île principale. Ah merde. Ah non, ça c'est pas une bonne idée ça. L'opération Mouton est un échec. Ils vont devoir produire 10 tonnes de pommes de terre cette année. Un sacré challenge lorsqu'on ne peut compter que sur soi. Comme David et Swazik, ils sont nombreux à se lancer sans filet dans cette profession. Certains sont même prêts à l'exil. À 2500 km de la Bretagne, bienvenue à Boudice, un petit village d'Ukraine. Dans les manuels scolaires, on appelait cette république le grenier à blé de l'URSS. Ici, les 150 villageois vivent en quasi-autarcie. Des maisons en bois, pas d'eau courante, aucun commerce. Le temps semble s'être figé dans les années 70. C'est ici que Thomas Bonne, un jeune paysan français de 25 ans, s'est lancé un pari fou. Faire fortune dans les céréales en ressuscitant un kolkhoz, une ancienne ferme communiste abandonnée depuis la chute de l'URSS en 1989. Le jour où il y a eu la chute de l'URSS et l'argent a arrêté d'arriver de Moscou, quasiment dans les 2 ans qui ont suivi, toutes les fermes se sont écroulées. Et donc voilà, en fait, ça c'est vraiment l'héritage de l'URSS, quoi. Des gros bâtiments, un outil de production énorme, mais c'est en ruine. Tout le monde laisse ça comme ça parce que personne n'a d'argent pour remettre ça en fonctionnement. Zdrastie. Zdrastie, Vitya. Slivonia, my budić sejść graczka, my budić zaberu traktor i sewalka. Pour donner ses consignes, le jeune agriculteur a dû apprendre les rudiments de la langue. Ah Vitya, dawaj na salarka. Salarka. Là, vous arrivez à vous faire comprendre? En fait, j'ai appris les mots essentiels au début, et puis en fait, maintenant, j'arrive quasiment à faire les fêtes. Davai, dis soudain, salarka. Et en fait, j'ai appris les mots essentiels, et maintenant, c'est vrai que déjà, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont intelligents. Donc, ils comprennent déjà naturellement les problèmes. Et dans salarka. Donc là, on va faire le plein du tracteur, parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de gasoil pour aller jusque dans les champs. Lorsqu'il est arrivé ici, il y a 3 ans, Thomas s'est retrouvé 40 ans dans le passé. Ce tracteur Bélarus et sa pompe à essence sont de vraies antiquités. Ouais, c'est des années 70, c'est les années 70 ça. C'est les années 70, mais ça marche encore, il y a 2 filtres.
Il y a une pompe, un compteur de filtre, et puis il y a environ 8000 litres de capacité. Donc c'est très bien, ça fonctionne. Ils avaient ce qu'il fallait du temps du RSS. Pour relancer l'exploitation, Thomas a dû s'atteler à une tâche immense. Avant de planter la moindre graine, il a fallu déblayer 500 hectares de terre, l'équivalent de 1000 fois le Stade de France. Ce sont des champs qui étaient en friche quand nous sommes arrivés. Donc ils sont absolument inondés de mauvaises herbes. Donc il faut absolument, si on veut sauver la culture, il faut absolument désherber. Des terres en friche, du matériel dépassé, des bâtiments en ruine. Mais pourquoi Thomas s'est-il exilé en Ukraine? Explication. Hargicourt, dans la Somme, le village natal de Thomas. C'est dans cette ferme qu'il a grandi avec son frère et sa sœur. Tout le destinait à devenir agriculteur ici, près de son père, Patrick, 53 ans. Ouais, ça c'est le bon réflexe de tout paysan. Quand tu sors, tu regardes en l'air. Voir s'il va pleuvoir, il va faire beau. Les céréales, Thomas est tombé dedans dès la naissance. Ici, on est céréalier depuis 5 générations et c'est papa qui lui a transmis la fibre. C'est vrai que depuis qu'il est tout petit, Thomas a toujours été passionné par l'agriculture. Quand vous avez la chance d'avoir un enfant qui est curieux, qui s'intéresse à votre métier, c'est vrai que partager sa passion, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. Hein. À 21 ans, son BTS agricole en poche, Thomas rêve de devenir agriculteur. Mais impossible de récupérer l'exploitation familiale, ses parents sont encore loin de la retraite. Thomas veut louer des terres alentours, mais dans ce coin de Picardie, les prix flambent. Il faut payer 12 000 € par hectare de reprise pour s'installer, puis 200 € de loyer par an et par hectare. Thomas n'a pas réussi à rassembler une mise de départ suffisante, malgré l'aide de son père et de sa mère Agnès. Des années après, le sujet est encore douloureux. Bien sûr qu'on aurait pu l'aider, mais pas dans ces proportions-là. Et ça, je pense que pour lui, ça a été une grande déchirure, mais pour nous, c'est une grande frustration. On avait eu franchement cet espoir de vivre l'un à côté de l'autre, tout le monde ensemble. Et puis bon, le rêve s'est brisé. C'est l'histoire, on a décidé autrement et puis on fera avec. C'est une plaie qui aura du mal à se fermer, mais on fera avec. Hein. Ah ça, je m'y ferai pas. Je m'y ferai pas. Ma petite maman, elle me manque un peu, comme mon papa, bien sûr, comme le reste de la famille. C'est vrai que je pense que c'est la chose qui est la plus dure, pour moi personnellement, c'est la chose qui est la plus dure à encaisser ici en Ukraine. J'ai traversé une très dure période pendant quelques mois où il y a eu un rêve qui a été brisé. C'était d'être agriculteur dans le village de mes parents. Les champs que mes grands-parents, mes parents ont cultivés et ont vus et où j'ai grandi. Bon, c'est la vie. Ne trouvant pas de terre en France, Thomas a travaillé pendant 2 ans pour une société qui vend du matériel agricole dans les pays de l'Est. C'est comme ça qu'il a découvert l'Ukraine et ses richesses. C'est vraiment une terre assez exceptionnelle, de par sa couleur déjà, de par son aspect, de par sa texture, de par, vous voyez, on est en plein mois de mai, ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas plu, à 3 cm, il y a encore de l'eau, la terre est encore humide. Une terre parmi les plus fertiles au monde et à prix cassé en termes de location. Ici en Ukraine, on loue à peu près 20 € par hectare et par an. En France, on loue environ 200 € par hectare et par an. Donc concrètement, ici, c'est 10 fois moins cher. Résultat, l'Ukraine est devenue le nouvel Eldorado pour des agriculteurs du monde entier, allemands, chinois ou américains. L'État libyen y loue même 250 000 hectares. En 1989, les terres ont été redistribuées aux paysans.
Chacun d'entre eux a hérité de 5 hectares en moyenne. Trop peu pour survivre. Alors ils louent leur lopin de terre aux étrangers comme Thomas, et en plus, ils proposent leurs services. Thomas est devenu une sorte de sauveur. Il embauche les villageois, comme Anatoly, qui est devenu son bras droit. C'est une marque de respect de retirer ses chaussures pour pas salir la maison. Thomas s'est vite adapté. Il est devenu amateur de la cuisine locale. C'est mange là. C'est que des produits naturels, c'est les pommes de terre du jardin, la tomate et concombre du jardin, la crème fraîche vient de la vache qui est dans son étable, le chou vient du jardin, la viande aussi. C'est vrai que c'est super bon, quoi. La première fois que j'ai rencontré Thomas, il avait l'air sûr de lui. Il marchait comme ça, les épaules en avant. J'ai tout de suite vu qu'il avait plein d'énergie. Thomas est plutôt bien adapté chez nous. On sent qu'il aime travailler. C'est un passionné. Même si au début, ça n'a pas été très facile. Mais il n'arrête pas de faire des efforts pour y arriver. Notre première récolte n'était pas très bonne, mais on va s'accrocher. Vous allez voir, on va y arriver ensemble. Thomas a choisi l'Ukraine, mais pas question de vivre comme les paysans du coin. Dans les maisons, il n'y a pas les sanitaires, il n'y a pas l'eau. C'est un puits. Hein. Les toilettes, c'est une cabane au fond du jardin. Il n'y a pas de chauffage. Et on n'a pas forcément envie de vivre comme nos grands-parents aujourd'hui en 2010. Quoi. Tous les soirs, direction Jitomir, à 3/4 d'heure de route. Une ville de 350 000 habitants, encore marquée par son passé bolchevique. Comme la plupart des agriculteurs étrangers, Thomas vit en ville. C'est au 6e étage de cet immeuble, considéré ici comme un must, qu'il s'est aménagé un nid douillet avec une jeune Russe de 28 ans. Salut Katouche. Ça va? Bonsoir. Ça va? Ouais. Impeccable. Il y a 5 ans, Thomas a eu le coup de foudre pour Olga lors d'un déplacement professionnel en Russie. À l'époque, il vendait du matériel agricole. Olga lui servait d'interprète. 2 ans après, ils se sont mariés et Olga est devenue son associée au kolkhoz. Olga, c'est la femme de ma vie, c'est vraiment ma moitié. Elle me complète vraiment. On est vraiment très bien ensemble. Merci, mon amour. Oui. Je t'en prie. Quand j'ai vu Thomas la première fois, je peux pas dire que je suis tombée amoureuse tout de suite, mais au bout d'une semaine, j'ai compris que j'aime vraiment cette personne et qu'elle m'a vraiment charmée. J'ai vu la différence entre un homme français et un homme slave, un homme russe. C'est pas la même mentalité, c'est pas les mêmes manières. C'est quelqu'un qui est très, très gentil, très généreux, intelligent. C'est aussi pour elle que Thomas voulait un minimum de confort. Ici, les loyers sont bon marché. 250 € par mois pour ce 85 mètres carrés, classé parmi les appartements de luxe à Jitomir. C'est ici que Thomas et Olga espèrent faire leur vie. Tout cela dépend beaucoup de leur récolte. Elle a été mauvaise l'an dernier. Pour Thomas, fils et petit-fils d'agriculteurs, ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est aussi l'honneur de toute la famille qui est en jeu. Ils ont été agriculteurs pendant 45 ans de leur vie, donc ils ont une certaine idée du métier quand même. C'est important pour moi de savoir si je suis capable de reprendre le flambeau, quoi, si je suis capable de continuer ça. Donc j'espère qu'ils vont être contents de ce qu'on fait, j'espère. Qu'ils pourront dire qu'ils sont fiers de nous, et ça sera bien. Pour Thomas, faire fortune en Ukraine va se révéler bien plus compliqué que prévu. D'autres ont décidé de s'accrocher coûte que coûte à la région de leurs ancêtres. Nous sommes en Indre-et-Loire, à 30 km de Tours. Aujourd'hui, c'est jour de moisson pour Elodie, 28 ans. Une des rares femmes céréalières en France. J'ai regardé la météo, là, ils annoncent pas de pluie pour la fin de la semaine. On devrait être tranquille pour continuer de moissonner, quoi. Son petit frère, Pierre-Louis, 22 ans, est venu lui prêter main forte pour la récolte de blé.
Dans la famille, on est céréalier depuis 6 générations. Impensable d'imaginer un autre métier. D'abord, on est né dedans, donc on a toujours grandi avec notre papa, toujours monté dans un tracteur le mercredi, dormi de temps en temps, la sieste. Donc voilà, c'est toujours... oui, c'est une véritable passion, quoi. Mais si ma moisson n'est pas finie, je pars pas en vacances, quoi. C'est un moment qu'on laisse pas passer, hein. Ça c'est clair que... C'est sacré, quoi. On a du mal à se faire remplacer, quoi. À tout juste 18 ans, Élodie a réussi à convaincre son banquier de lui prêter 70 000 € pour monter son exploitation de 80 hectares. Du tournesol et surtout du blé. Aujourd'hui, c'est sa 10e récolte, mais toujours la même inquiétude. Bon, qu'est-ce que t'en penses, là? Ça pèse pas, celui-là? Ça s'annonce pas mal, là, pour l'instant. Mais bon, oh, ça a eu un petit peu, il y a eu un petit peu de sécheresse, mais bon, ça va. Non, mais par rapport à ce qu'on espérait, je pense qu'on sera dans l'objectif. On est bien, quoi. On est bien. On est bien. Là t'en as loupé, là, ça te fait pas de trop, là. Chaque grain compte, car c'est tout le chiffre d'affaires de l'année qui se joue en quelques jours. Quand on commence à remplir les remorques, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. On est sûr de rentrer des revenus, déjà. Les revenus ne dépendent pas que des 250 tonnes récoltées cette année. C'est surtout la qualité du grain qui stresse Élodie. Pour connaître la valeur de la récolte, direction la coopérative, à 2 km de ses champs. Bonjour. C'est ici que le blé est stocké et surtout analysé. C'est toujours un moment fatidique parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc là, c'est vraiment la machine qui dit qu'on ne peut pas revenir dessus. Là, on est à 13,2 d'humidité, donc la norme, c'est 14, donc on est bien. C'est bon, on est dans les clous. Il va être même classé sûrement meunier, donc c'est bien. Le blé meunier, c'est le meilleur blé, celui qui est transformé en farine. Le blé fourragé sert, lui, à nourrir les animaux. Le blé fourragé et le blé meunier n'ont pas le même prix. Donc forcément, quand on est classé en blé meunier, on est forcément payé plus cher. Voilà. C'est donc une bonne nouvelle. Même si elle ne sait pas encore combien va lui rapporter sa récolte, car le prix des céréales est fixé en bourse au jour le jour. Comme chaque année, c'est l'incertitude pour Élodie. Il y a le crédit sur la maison, 900 € par mois pour 200 mètres carrés. 2 jeunes enfants, Paul, 5 ans, et Clémence, 2 ans et demi. Son mari, Richard, est ouvrier dans une menuiserie et gagne le SMIC, 1 343 € par mois. Pour eux, c'est l'heure du premier bilan de la récolte. Donc j'ai fait une estimation sur le blé. Donc j'avais 250 tonnes. Selon les premières estimations, le blé devrait rapporter un peu plus de 42 000 € et la récolte de tournesol, près de 23 000. Soit un chiffre d'affaires de 65 000 €. À peine un peu plus que le montant des charges, qui atteint 60 000 €. Cette année encore, c'est donc uniquement grâce aux aides européennes de la PAC, 22 000 €, qu'Élodie va pouvoir dégager un petit bénéfice et se verser un salaire de 500 € par mois. Oui, on est sous perfusion depuis 20 ans avec la PAC. Si on n'avait pas les 22 000 €, si je ne les avais pas sur mon exploitation, c'est sûr, je ne serais même pas exploitante agricole. On n'est pas fiers de toucher cet argent, parce que cet argent, il vient de tout le monde, il vient des gens qui payent les impôts, des fonds européens, des autres pays européens qui en auraient peut-être besoin dans d'autres actions de leur pays. Donc non, on n'est pas fiers du tout. C'est pas l'objectif de notre métier. On ne dit pas on est agriculteur pour toucher les subventions de l'État. C'est pas ça le métier. Le métier, c'est produire un produit de qualité ou une bête de qualité et être payé à son juste prix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec 500 € par mois et le SMIC de son mari, pour Élodie, c'est trop juste pour faire face aux dépenses du quotidien. Alors, comme beaucoup de jeunes agriculteurs, cette jeune femme dynamique a décidé de se diversifier pour se faire un complément de revenus. Pour cela, elle a choisi les roulottes. Élodie en possède 2 comme celle-ci. Avec l'aide de ses parents, elle les installe sur sa propriété. Généralement, on essaie de se caler dans des champs qui nous appartiennent, dans un champ de blé, sur l'herbe, au bord de l'eau, voilà. Le tourisme rural est en plein boom depuis quelques années. La jeune chef d'exploitation surfe sur la tendance. Faut être polyvalent. Faut savoir tout faire. Le nettoyage, le repassage, faire des bouquets de fleurs, avoir le contact facile.
Je dirais que c'est déjà les qualités nécessaires pour accueillir les gens. Pour cette nouvelle activité, elle a dû à nouveau convaincre son banquier de lui prêter 52 000 €. Elle compte bien l'amortir rapidement, il lui faut des clients toute l'année. Voilà, la roulotte. Hop là, allez-y, entrez. Donc là, vous avez votre lit de 140 par 190 avec les serviettes et vos produits de toilette. La douche là et le WC là. C'est bon, ça va aller? 70 € la nuit, petit déjeuner compris. Ok. Aujourd'hui, c'est une famille de la région parisienne qui est venue prendre un bol d'air. Moi, j'aime bien le caractère champêtre, un peu d'expérience. Ça permet de se dépayser et c'est tout à fait ce dont on a besoin en ce moment, comme on n'est pas parti en vacances. Je pense que ça va être calme, on va pouvoir en profiter. Oui, c'est calme ici. Calme complet. Grâce aux roulottes, Elodie a doublé ses revenus et gagne en tout 1 000 € par mois. Vous avez une belle voiture? Oui, d'occasion, je précise. Vous avez fait plaisir sur ce coup-là, c'est ça? C'est, je dirais, le seul plaisir qu'on s'autorise à avoir une voiture qui va durer. C'est pas un véhicule neuf, loin de là. C'est une voiture qui a quand même 11 ans. Eh ben, 8 500 €. Voilà. C'est ce qu'elle nous a coûté. Et là encore, un crédit. La mère de famille ne roule pas sur l'or, mais vit à 100 à l'heure. Après les champs et les roulottes, il faut aller chercher Paul à la maternelle. Il y a des jours, c'est vrai que j'aimerais bien être un peu plus cool, mais moi, je suis hyper motivée dans ce que je fais. Si je le fais, je vais jusqu'au bout. Donc, et je veux le faire bien. Donc voilà, j'ai la pêche pour pouvoir le faire, quoi. Pas toujours évident, mais j'essaie d'avoir un maximum de pêche. Allez, on va chercher Paul. C'est parti. Par là. Allez. Zou. Dans cette commune de 400 habitants, il y avait une vingtaine d'agriculteurs dans les années 80. On y va. Ils ne sont plus que 6 aujourd'hui. Dans les jeunes, je suis la seule. Voilà, c'est clair. C'est triste, ça veut dire que notre métier ne se renouvelle pas. C'est aussi le fait que les gens des villages s'exodent vers les villes, quoi. Ça, c'est sûr. On a de nouveaux parents, mais pas suffisamment pour renouveler l'école, puisque l'école ici, elle est un peu en péril quand même. Donc, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Elodie, elle, s'accroche à son terroir. En plus des cultures, des roulottes et de la famille, cette agricultrice dynamique est bénévole le week-end. Le mois prochain, elle organise la plus grande fête agricole du département. On peut être partisan d'une nouvelle agriculture sans être forcément un jeune agriculteur. Dans sa ferme du Béarn, au pied des Pyrénées, un homme l'a bien compris. Il s'appelle Jean-Paul Chapard, il a 63 ans. Il y a une quinzaine d'années, Jean-Paul s'est lancé sur un nouveau créneau, le porc basque. Aujourd'hui, c'est un énorme succès commercial. Les porcs basques, ce sont ces cochons bicolores, à moitié sauvages. On ne les trouve qu'au pied des Pyrénées. Jean-Paul en possède 150, il les élève en plein air comme il y a 2000 ans, lorsque l'espèce a été introduite en Gaule par Jules César. Celle-là, elle est un petit peu... Alors, elle s'ennuie, je vais vous dire pourquoi. Elle fait un peu de dépression. Parce que je viens de lui enlever ses porcelets. Et il y a 4 jours, et elle ne pense qu'à ses petits. Et c'est pour ça que la pauvre, elle est en plein stress. Bon, maintenant, le Vera va l'assaillir et elle va repartir dans un cycle nouveau et elle va oublier ses petits. Le Vera, c'est lui, Daniel, 280 kilos, l'un des 3 mâles de l'élevage. Alors lui, il ne fait pas de la dépression parce qu'il est content. Vous voyez, il s'approche toujours de cette truie, vous voyez, parce qu'elle est en chaleur, cette truie. Ces cochons ne supportent pas la captivité et sont exigeants sur la nourriture, essentiellement des glands et des châtaignes. Résultat, ils ont quasiment disparu il y a 50 ans, lorsque l'élevage industriel s'est développé. Sentant venir la tendance du bio et du retour aux produits du terroir, Jean-Paul a décidé d'exploiter le filon en ressuscitant la race. Ils sont 70 en France à pratiquer cet élevage. On peut compter sur ces animaux-là pour l'agriculture de demain. Et ça peut nous étonner parce qu'on a voulu tellement les faire disparaître que ça fait plaisir de voir qu'ils reviennent un peu à notre secours quelque part. Un cochon providentiel,
dont le jambon est vendu de 20 à 30 € le kilo, 3 fois plus qu'un jambon industriel. Du coup, Jean-Paul et son fils Mathieu, qui travaillent avec lui, sont aux petits soins avec leurs truies. Pour qu'elles donnent de beaux petits porcelets, ils leur choisissent toujours le plus bel étalon. Et cet après-midi, ils ont tout misé sur Pampi, 175 kilos. Allez, ça va marcher parce que j'ai vu que les bêtes étaient en chaleur. Si elles sentent le verre, elles vont venir. Regarde, hein. Ah, c'est fou, hein. Très bien. C'est un peu l'avenir de l'exploitation qui repose sur les épaules de Pampi. Allez, voyons. Attention. Ah oui, ça marche. Ah oui, ça marche bien. Tu vois, hein. Ils les a vite trouvés quand même, hein. Ça va très vite, hein. Ah oui. Celui-ci, il est motivé. Alors là, c'est la partouze. Oh, il faut arrêter là. Ah, ça, c'est des femelles qui sont en chaleur. Tu vois, c'est pour ça qu'on a mis le verra aujourd'hui. Bon, pour l'instant, il s'occupe d'une, mais après, il a du boulot, hein, parce qu'il a celle-ci aussi à faire. Ah oui, il a du boulot, le pauvre. J'espère qu'il en canne, hein. Il a l'air. Ah, et puis, il s'y plaît, quoi. Tu veux pas changer de partenaire? Parti avec seulement 6 cochons, Jean-Paul et son fils en élèvent désormais 150 par an. Dans la famille de Jean-Paul, on est agriculteur depuis 5 générations, dans le respect de la tradition. Mais selon lui, il faut innover aujourd'hui, sous peine de disparaître. Nous sommes à Langon, au sud de Bordeaux. Et c'est parti! C'est la fête du cochon, une foire annuelle qui réunit des éleveurs de 6 races locales françaises. Jean-Paul ne rate aucune fête du cochon dans la région sud-ouest. Au programme, course de porc gascon et dégustation de produits régionaux. Allez-y ma petite dame, la saucisse à Jean-Louis, elle est recommandée par le corps médical en plus. Est-ce qu'elle est bonne? On va vous laisse manger. Eh ben on va vous en vendre un kilo. Merci. Pour Jean-Paul, fini le temps des paysans qui ne quittent jamais leur ferme. L'éleveur béarnais n'hésite pas à jouer les VRP pour vanter les bienfaits de son produit auprès des consommateurs. Bon, celui-là, il fait 100 kilos, aux alentours de 100 kilos. C'est du porc basque, oui. Une tache à l'arrière, une tache à l'avant, les oreilles tombantes, et parfois, il a une troisième tache sur le dos. Quand Jules César a envahi la Gaule, il a amené ces porcs-là. Il y en avait dans Pays Basque, Béarn et Bigorre. Ce sont des races qui avaient disparu. Il faut que ça revienne, les choses, notre foi. Et après, les gens aiment goûter la bonne viande et le bon jambon, surtout. Où il est en train d'arracher la fille. Ah oui. Pas de publicité. Oh, quand même des gens qui ne sont pas éleveurs s'intéressent à ces animaux et surtout à la qualité de leur viande. Ça dénote bien qu'il y a une prise de conscience du consommateur. Ils veulent mieux manger et manger le plus sainement possible et des produits de qualité. Le cochon 100% terroir, un créneau porteur qui fait de plus en plus d'adeptes. À Langon, plus de 10 000 visiteurs ce week-end. Et le moment le plus attendu, c'est le très sérieux championnat de France du cri de cochon. Un imposant jury et 1 minute pour convaincre. bien, Jonathan, donc pour le cochon heureux. Allez, c'est à toi, Alexandre.
Une belle prestation et l'approbation du public, mais c'est un candidat plus jeune qui va bluffer l'assistance. Vraiment, le jeune a été formidable, là, le dernier. Nouveau champion de France 2010. Premier prix, un jambon pour le champion et une bonne tranche de rire pour le public. Face à un tel succès régional, Jean-Paul se sent pousser des ailes et dans quelques semaines, il va tenter d'imposer son cochon des Pyrénées à Paris. Retour au kolkhoz de Boudice, avec Thomas Bonne, le jeune Français venu chercher fortune en Ukraine. Ce matin de printemps, il doit semer du sarrasin, mais son employé Anatoly a, semble-t-il, un problème. Да. Да. Это тут это проблема. Да. А да, и тут, да. Не то, что туда не идет. Не, это корми. La semence est de mauvaise qualité, donc il va falloir qu'on nettoie la semence. La semence a été mal tamisée, il faut refaire le travail avec une grille très particulière. Et bien sûr, Thomas n'a pas le bon modèle. Ici, aucun magasin, pas d'autre choix pour Thomas que de faire le tour des fermes voisines. C'est nécessairement le système D. C'est pas un petit peu, c'est nécessairement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien sur place. Oui, ça y est. Il n'y a rien sur place, faut toujours... Le problème, en fait, c'est qu'en France, on est trop bien habitué, quoi. En France, on a tout ce qu'on a besoin sous la main, il n'y a rien besoin de faire. Ça fait déjà 2 générations que nos parents et nos grands-parents travaillent dans la ferme, donc tout est déjà prêt, tout est déjà carré. Ici, c'est vrai qu'on vient d'arriver, et c'est ce qu'on dit toujours, la révolution en France, c'était en 1789. Ici, c'était en 1989. Donc tous ces trucs-là, c'est pas encore prêt, il faut tout faire. Здравствуйте. Как дела, Владимир Павлович? Normal? Да. À 20 minutes de route, Vladimir Petrovitch cultive aussi des céréales. Et comme Thomas, il a récupéré du matériel de l'époque soviétique. Une vingtaine de grilles pour tamiser le grain. Reste à trouver la bonne maille, de 4,5 mm exactement. En fait, ce qui est bien ici en Ukraine, c'est que du temps de l'URSS, toutes les machines étaient les mêmes. Donc en fait, dès qu'on a besoin d'une pièce, je vais chez un de mes voisins et j'ai toujours un voisin qui a une pièce. Ah, 45. О, оно. О! Одно, а еще надо. Не, только один. Все, вопросов нет. Спасибо большое, Vladimir Petrovitch. Et voilà comment on se prépare. On va chez un voisin et on arrive toujours. Спасибо большое. Счастливо, до свидания. On a trouvé la bonne grille. On va pas perdre trop de temps pour une fois. Ça a été. Mais encore heureux que j'ai des voisins qui sont super sympas et qui sont pas fermés, genre à l'arrivée des étrangers, faut pas leur donner rien. Vous voyez là, ils sont super open, donc ça c'est bien. Un problème réglé, mais la journée de Thomas est loin d'être terminée. Avant d'installer la grille, il a un rendez-vous très important en ville, à 45 minutes de là. Et pour ça, il a besoin de sa femme Olga. Ils vont à l'administration locale et c'est tout un programme. Vous pensez que vous en avez pour longtemps, là? Malheureusement, ça c'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'on rentre ici. Ça peut durer un quart d'heure comme ça peut durer 2 heures. C'est l'administration. Здравствуйте. Comme chaque fin de mois, c'est la déclaration administrative obligatoire. Il faut déclarer absolument tout ce qu'on fait, c'est-à-dire le nombre de litres de gasoil qu'on consomme, le nombre d'hectares qu'on a travaillé. Dès qu'on sort une machine de l'exploitation, que ce soit un tracteur, un rouleau, un pulvérisateur, une remorque, il faut le déclarer. Pourquoi, quelle utilisation, sur quelle surface, combien de temps. C'est ce qu'on appelle l'administration des statistiques. C'est une très très grosse charge, c'est le plus gros boulet de l'Ukraine. Des piles de documents rédigés en ukrainien, sans aucune traduction pour les étrangers. Sans Olga, il serait impossible pour Thomas de s'en sortir. Il faut
bien noter tous les chiffres pour pouvoir remplir correctement ces formulaires-là. Parce que les gens qui travaillent ici, ils contrôlent bien tout ce qu'on remplit. Si vous ne le faites pas, ils sont capables de vous confisquer votre ferme. Ils sont capables de vous refuser votre permis de travail. Et donc ça veut dire que vous n'avez plus le droit de rentrer dans le pays. Le principe de l'URSS, c'était que tout le monde travaille et que tout le monde ait un toit. Donc ici, en fait, ils ont encore conservé le même système, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fonctionnaires. Ils font plein de papiers dans tous les sens pour pas grand-chose. Oui, c'est un rapport pour dire qu'on n'a rien fait. Mais il faut le faire. Aujourd'hui, Thomas a encore une prouesse à accomplir, acheter un tournevis. Et à Jytomyr, ça ne se passe pas dans un magasin de bricolage, mais à la banque. Pour limiter la fraude et la corruption, en Ukraine, les chefs d'entreprise n'ont pas le droit de posséder une carte bancaire ou un chéquier au nom de leur société. Donc vous voyez, par exemple, pour l'achat d'un simple tournevis en Ukraine, il faut absolument passer par la banque. C'est-à-dire que vous allez dans le magasin trouver votre tournevis, qui vous donne un récépissé, on vient le payer ici à la banque paye la société qui vous a vendu le tournevis, on attend que l'argent soit arrivé sur le compte et enfin on peut récupérer le tournevis. Une opération qui peut prendre jusqu'à 2 jours. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique dehors, environ 25 degrés, temps idéal pour aller travailler dans les champs. Mais vous voyez, on va passer une demi-journée à ne pas travailler dans les champs, mais à faire des papiers ukrainiens. Après quelques coups de tampon, le prélèvement sur le compte de Thomas est validé. Dans 2 jours, il pourra aller chercher son tournevis. En attendant, pas une minute à perdre. Retour à l'exploitation. Un agriculteur français, il se lève, il prend son petit-déj et 3 minutes après, il est dans son tracteur parce qu'il a 5 pas à faire pour aller jusque dans son hangar. Moi, j'ai 35 km, j'ai 40 minutes de route. Il est 16 h. Thomas peut enfin semer ses 20 hectares de sarrasin. Donc c'est bon, pour le sarrasin, c'est parfait. Tout semble réglé pour aujourd'hui, quand soudain un atelier arrête son tracteur. Oh putain. Il y a manifestement un nouveau problème. Blin. Nerfatit. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde m'a dit, il n'y a pas de problème, on va avoir assez de semences, on peut semer 2 fois le champ avec ce qu'il y a dans le semoir. Et bien sûr, il n'y en a pas assez, donc, comme d'habitude. Donc on va encore perdre une demi-heure à retourner à la base rechercher de la semence. Ça arrive souvent, ça? On va dire 3 fois par jour. Thomas craque car il a la pression du résultat. Il doit réussir à tout prix sa récolte pour commencer à rembourser ceux qui l'ont financé, son père et son oncle. Quand un banquier vous prête de l'argent, vous remboursez votre annuité, et puis bon, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Là, quand c'est la famille qui vous prête de l'argent et qui croit en vous, ça met une pression qui est quand même beaucoup plus importante. Parce que vous savez que vous pouvez peut-être engendrer des problèmes financiers dans la famille à cause de vous. Alors c'est vrai que des fois, j'arrive dans les champs, je me gratte les cheveux et je me dis « Mais pousse mon colza, s'il te plaît, pousse, pousse, fais-moi du beau grain ». Il le fait pas toujours, hein, il m'obéit pas encore. Cette pression est encore plus forte depuis quelques jours. En France, à Hargicourt, toute la famille de Thomas se prépare à lui rendre visite. Son père, son oncle, mais aussi ses 4 grands-parents. Tous anciens agriculteurs, ils seront du voyage en Ukraine. Une grande première pour eux. Alors vous êtes content de partir? Ah oui. Question à ne même pas poser. Pourquoi? Parce que c'est naturel que des grands-parents soient heureux d'aller retrouver leurs petits-enfants. On aime bien voir... c'est ça surtout, les voir vivre, voir où ils vivent. Comme ça après, on peut se les imaginer. Curiosité des mamies, et pour les papis, l'occasion de jeter un œil sur le travail du petit-fils. Car ils sont frustrés de ne pas pouvoir transmettre leurs conseils.
si ce n'est de temps en temps par téléphone. Oui, bonjour Thomas, c'est papa, maman, tous les papis et tous les mamies. Bonjour Thomas. Oui. Comment vas-tu? Ben ça va, tout le monde va bien. T'as des meilleures conditions climatiques que par chez nous, là, actuellement, hein? Quelle température vous avez? Ah oui, c'est bien. Nous, on a 13. On est très content d'aller vous voir tous les deux et bien sûr de, je dis pas contrôler, mais voir un peu le travail que tu as effectué. L'expression veiller au gras prend tout son sens ici alors. Ouais, mais excuse-nous les papis, nous on a une expérience qu'on trouve indispensable. Alors, mais tu vas l'acquérir bientôt, quoi. Sois patient. On est toujours autant motivé par le challenge ici, donc nous comme moi, on est vraiment heureux d'être ici. Ben nous aussi alors. Nous aussi, on est heureux d'y aller. On fera de gros bisous à Olga. Oui. Allez. Bisous. Oui. Allez, bisous à vous deux. Au revoir. Bisous à tous les deux. Bisous, au revoir. Ouais. Ouais. C'est toujours avec l'émotion qu'on les entend. C'est vrai qu'avec le téléphone, c'est quand même magique. On a toujours l'impression qu'ils sont pas loin. Donc, ça aide moralement à tenir le coup. Ça aide moralement. J'espère qu'ils seront fiers du travail qu'Olga et moi avons fait ici. Dans 15 jours, ce sont 2 générations d'agriculteurs qui vont juger leur travail. Sur l'île déserte de Kéménès, en Bretagne, on attend aussi de la visite. En ce début d'été, pendant que les pommes de terre poussent au soleil, pas question de se tourner les pouces. Dans quelques heures, David et Soisic accueillent les touristes. Donc ici, il n'y a que 2 personnes. 3 chambres d'hôtes ont été aménagées dans la ferme. À chaque arrivée, j'ai le stress de savoir si tout va bien se passer, s'ils vont se plaire, s'ils vont manquer de rien et tout ça. C'est toujours un peu... ouais. Le matin des arrivées, j'ai toujours un peu le nez au ventre. Après, une fois que les gens sont là, ça va. Bon, on est parti. Ces nouveaux agriculteurs se sont diversifiés pour arrondir leur fin de mois. Pendant que Soisic termine les chambres, c'est David qui va récupérer les touristes à 20 minutes de bateau. À l'horizon, Molène, une île de 200 habitants. Salut Philippe! Lorsque David débarque sur cette île à peine plus grande que la sienne, c'est un peu pour lui le retour à la civilisation. Bonjour Marie-France. Bon, courrier, hop. Nickel. Bon bah merci bien, bonne fin de semaine. Merci Marie-France. Molène, c'est un peu la ville en fait pour nous. Donc c'est vrai que c'est là où on va pour la poste, pour le courrier. Enfin, ça fait du bien, ça permet de parler à d'autres personnes. Bonjour. Les premiers clients de la chambre d'hôte sont déjà là. Bonjour monsieur, madame, monsieur. Monsieur, madame. Pagenot. Et on a tout le monde. Voilà, donc les 2 derniers et demi qui manquaient. Au total, 7 personnes, des citadins qui vont découvrir la vie sur une île déserte. À quoi je m'attends sur l'île? L'insolite un peu. Ça va nous permettre de voir quelque chose de nouveau, de changer d'ambiance. Pour 70 € par jour et par personne, le changement de décor est radical. Bonjour. Bonjour bébé. Et Chloé. Tout le monde soit là. Donc là, ici, vous avez la salle à manger. J'en profite pour vous montrer les toilettes. Du coup, c'est des toilettes sèches qu'on a ici. Elles sont là. Et donc, au lieu de tirer la chasse, vous mettez de la sûre. Et vous allez voir, ça sent pas, c'est impeccable.
Votre chambre est là. Bon, avec la vue sur la mer des deux côtés, du coup. Hein. L'avantage d'être sur les îles. Vue paradisiaque, mais vacances à la dure. Pour les toilettes comme pour la douche, l'eau est rationnée. Sur une île, il y a assez peu d'eau disponible, donc on va vous demander de faire très attention pendant tout votre séjour. On récupère l'eau de pluie sur les toitures. Vous voyez les gouttières là qui reviennent des toitures, elles s'écoulent dans la citerne. Et on peut stocker 15 mètres cubes d'eau à l'intérieur. Parfois, il y a des clients mécontents. Depuis 2 ans qu'ils font chambre d'hôte, David et Swazik ont parfois essuyé des critiques pas très sympas. On a lu après sur internet qu'on n'était pas aimable, qu'on n'était pas disponible, qu'ils avaient mal mangé, que c'était sale, etc. Moi j'en ai pleuré pendant des jours. J'ai dit à David, c'est fini, on arrête, on rentre. Si c'est pour vivre ça, je veux pas. Mais finalement c'est un mal pour un bien parce que je sais maintenant ce que les gens attendent vraiment, quoi. Donc c'est bien. Depuis, ils font tout pour être au top, à commencer par les repas. Au menu ce soir, bien sûr, leurs pommes de terre, mais aussi du lieu pêché tout près de l'île. Mais ils misent surtout sur le panorama. Trevor, Virginie et leur petite fille Jeanne sont venus chercher le calme et la solitude. C'est moi les singes, ne bouge pas trop. C'est bien. C'est désert. Voilà, il y a moyen d'être complètement seul. Ou presque. Messieurs, dames. Je croyais personne sur ça. Oui. Je croyais que c'était le désert. Et non. C'est pas si désertique que ça. Hop, 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 hop. Vivre comme David et Swazik, ça a beaucoup d'avantages. La solitude sur une île en Bretagne, ça m'attire plutôt. Maintenant, peut-être qu'on ne tiendrait pas 10 jours. Je pense que quand il fait beau, quand on a du beau temps, on doit les envier. On oublie peut-être aussi peut-être les longues semaines d'hiver sous la tempête coupée du monde. Trevor, un vrai breton, plonge dans l'eau à 13 degrés. À 100 mètres de là, Monique, elle, profite du spectacle. C'est vraiment incroyable. Si près de la côte, là, et ça saute. Hein. C'est vraiment le bal des dauphins, là. Hein. Impressionnant. Il y en a 6 ou 7. Après le paysage, à table. La spécialité de l'île, ce sont bien sûr les fameuses patates bio. Il faut qu'on vous l'avoue, c'est des pommes de terre de Kéménès. On en a gardé un petit peu quand même pour vous faire goûter. Jusqu'à la nouvelle récolte. Voilà. Bon, écoutez, bon appétit. Merci. Elles sont très bonnes. Très bonnes. Excellentes, les Ouais. pommes de terre. Ça, c'est celle de l'année dernière. Parce que là, les patates nouvelles, on les aura que dans 15 jours. Quoi. Ah, mais... Les chambres d'hôtes, c'est la moitié de leurs revenus. Une bonne publicité est donc essentielle. Oh, c'est super. Oh, super. On en est qu'au premier jour, Daniel. Hein. Il faut encore se passer plein de choses. Ah, veut dire que ça peut Superbe accueil. Une gentillesse qui fait plaisir. De quoi leur donner du baume au cœur, avant de retrouver leur solitude et de se préparer pour le principal rendez-vous de l'année, la récolte des pommes de terre. Dans le Béarn, Jean-Paul Chapard se prépare lui aussi à un grand rendez-vous. Après 14 ans d'efforts pour faire revivre le port basque, il a décidé de présenter un de ses cochons au concours le plus prestigieux de France, le Salon de l'Agriculture. Voyez, la truie là, c'est Bibassou. Alors jeudi, Bibassou va prendre le camion pour Paris. Pour aller à Paris, il a sélectionné sa plus belle truie. Au niveau de la conformation, elle est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle présente tous les caractères de la race. Les 2 taches à l'avant et à l'arrière, la cassure dans le dos, et elle est parfaite au niveau de la coupe. Et elle a énormément d'épaules, les oreilles tombantes. Bibassou, c'est le mot basque qui signifie bravo, ça veut dire qu'on espère qu'elle sera la championne. Gagner à Paris, c'est une occasion unique de se faire de la publicité. Mais avant de monter sur le podium, encore faut-il qu'elle accepte de monter dans la remorque.
car Bibassou, ce sont 270 kilos de muscles et un vrai caractère de cochon. Elle se dégage le nez. C'est qu'elle pèse. Hein. Je le savais, hein, qu'elle serait dure. Elle veut repartir avec ses copines. Elle est terrible. Elle me soulève le groin. Oh, elle est forte. Hein. Oh, elle me gagne. Elle n'est pas encore à Paris. Depuis 4 ans qu'elle vit dans les bois, elle est presque redevenue sauvage. Oh putain. Si Mathieu avait l'idée de venir, il s'imagine pas. Il le sait, pourtant qu'elle est dure. Une demi-heure plus tard, Mathieu, le fils de Jean-Paul, arrive à la rescousse. Regarde ça, voilà. Mathieu devant, là-bas avec lui. Voilà. Très bien. Vas-y. Ah, mais je te l'ai dit, tout seul, je m'en suis vu. Non, non, Mathieu, reste là. Allez, ça y est. Après 3 quarts d'heure d'effort, Bibassou est enfin chargé. Je ne sais pas à Paris comment ça se déroulera, mais elle n'est pas rendue encore dans son box. Mais si elle garde ce caractère d'ici Paris, mais peut-être que l'air parisien va peut-être être bon pour elle. Changer d'air, il paraît que c'est très bon. Avant le grand voyage, direction la douche, dans la cour de la ferme. Allez, ça fait plaisir un peu, toi, avance là. Leur reine de beauté doit être sexy jusqu'au bout des ongles. Si on gagne, c'est la récompense d'un travail de tous les jours. C'est une fierté aussi. C'est une fierté d'avoir des animaux qui montent à Paris. Dans la vie d'un agriculteur, je pense que c'est... Il faut le faire. On est content de participer, mais c'est vrai que... Tant qu'à y aller, il vaut mieux gagner. Et oui, malgré tous les problèmes qu'il y a en agriculture, il y a aussi des satisfactions. Voilà. La truie va quitter pour la première fois sa province natale. Et c'est tout l'élevage qu'elle va représenter à la capitale. Le produit dont ils sont si fiers, le voici. Cuisiné par Evelyne, l'épouse de Jean-Paul. Aujourd'hui, on le trouve dans les plus grands restaurants de France et dans toute l'Europe, mais aussi au Japon ou au Canada. On le cuisine comme ça et on le saisit à peine, parce qu'il a un goût très savoureux. Il a profité de ce que la nature lui donne, c'est les glands et les châtaignes. Voilà, vous allez manger du jambon avec la pipérade. Ah, c'est bien. Ah. Ah, il sent bon celui-là. Hein? Oui. Voilà. Ça sent bon ça. Hein? Oh. Autour de la table, il y a aussi Laurence, la femme de Mathieu, et leur petite Maëlys. Pour ces paysans du Sud-Ouest, une médaille à Paris couronnerait une reconversion réussie. La vie Bibassou à Paris, ça va pas être facile. Je crois qu'elle va s'en voir. Quoi. Et tu crois que tu vas gagner? Bon, si jamais elle commence à faire la comédie, si elle peut même pas l'amener sur le ring, dans le ring, eh bien, je crois qu'elle va être classée d'office. Et bien, normalement, si elle ne peut pas arriver sur le ring, elle sera déclassée, parce qu'elle ne pourra pas participer. Oh, ce sera bête, quoi. Eh oui. La déception. Ah, la déception. Verdict, dans 3 jours à Paris. À Jitomir, en Ukraine, c'est jour de marché. Thomas et Olga ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour accueillir la famille. Bon, des œufs, non? Il y a des œufs là-bas. Ça va, quoi? Ils leur préparent un séjour 100% typique. Ça, c'est fait à la maison, c'est dans le jardin, avec les poules qui marchent dessus et tout ça. Hein. Donc ça, c'est bon, ça on prend, ça. C'est naturel. Là, il n'y a pas de doute à avoir, là, on peut prendre. Ça, c'est dingue, ça se va. C'est souvent des beaux produits, et en plus, c'est vraiment pas cher. Thomas n'aurait pas pu avoir le même niveau de vie en France. Ici, il fait partie de la classe privilégiée au fort pouvoir d'achat. 100 fois plus riche que ces femmes qui vendent au marché. Pour la plupart, elles sont à la retraite ou au chômage. En Ukraine, il n'y a pas le RMI comme en France. Les gens, ils sont pas assistés. Ici, tu travailles pas, tu n'as pas d'argent. Donc les gens sont obligés de se débrouiller pour gagner un peu d'argent. Alors comme ils ont tous un petit jardin, et ben, ils cultivent leur lopin de terre et puis ils vendent au marché de façon à survivre, à pouvoir manger, quoi. Vas-y, Darine.
ce marché couleur locale sera au programme des visites pour la famille. Pour le séjour, Thomas a tout prévu. On est parti. Il a même loué ce minibus. Pour les genoux, toi, c'est pas... Moi, je suis pas grand, mais toi, les papis, ils se mettront là, les papis, c'est pas grave. Mais ça va aller quand même. C'est bien, c'est qu'on est en hauteur pour voir les champs, tout ça, ça ira bien. On est en hauteur, c'est bien. Première étape, récupérer toute la famille à l'aéroport de Kiev, la capitale. C'est la première fois de ma vie où je vais pouvoir leur rendre un petit peu tout l'amour qu'ils nous ont donné. Donc il faut absolument que tout soit bien pour eux. C'est la première fois où j'ai l'occasion de prendre soin d'eux. Je me sens très nerveux, un peu comme un enfant, un peu comme un étudiant à la veille de passer le bac, un peu tendu. Thomas leur a longuement expliqué au téléphone ses problèmes de semences, de matériel agricole ou ses déboires avec l'administration. Alors forcément, c'est avec un peu d'inquiétude que les anciens viennent voir comment travaille leur petit-fils. Ça va? Ça va? Vous m'aider? Non, je ne pas intérêt, sinon. Ouais, ça va. Ça va? Ouais, ça va. C'est principal. Ils ne se sont pas vus depuis 6 mois, lorsque Thomas et Olga sont venus passer les fêtes de Noël en France. Bon, on est parti. On va penser si on est heureux. Hein. Oui, alors. Ah oui, oui, on est très heureux. Très, très heureux. Très émus, très... Ça fait plaisir de les revoir. Ah oui, oui, oui. Puis de les voir dans leur cadre, hein, de les voir chez eux, de les voir ça, quoi. C'est ça qui est fantastique. Alors, on est en train de traverser le Dniepr. C'est le fleuve en fait qui coupe toute l'Ukraine. Répète le nom. Le Dniepr. Ça descend jusqu'à la mer Noire. Ça descend jusqu'à la mer Noire. Depuis qu'on en parle qu'ils sont en l'Ukraine, mais on voulait voir aussi. Hein. Je vous ai préparé des petits programmes pour que vous puissiez vous repérer. Pour ceux qui ont du courage, apéro à la maison. Je précise pour ceux qui ont du courage parce qu'on vit au 6e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Je raconte mes petites bêtises et ils rigolent à mes petites blagues et puis c'est bon, quoi, je suis content. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me rappelle la maison simplement, quoi. Ça me rappelle la maison. Thomas est heureux, mais pas tout à fait rassuré. Direction le kolkhoz. C'est l'heure du jugement des aînés devant le champ de colza. Pour Thomas, c'est un peu comme le grand oral. On a semé 80 hectares dans cette parcelle-là. Il y en a 5, à mon avis, qui sont morts. Donc il va en rester 75. Là, au bord, là, c'est jaunâtre parce qu'on a eu des attaques de charançon. Mais à l'intérieur, t'as des ramages qui sont beaux comme ça, c'est pas mauvais. Hein. Non, mais les gousses, elles sont belles. Hein. Ouais, non, si, puis elles sont bien remplies, les gousses. Non, tu vois, ça, regarde. Oui, mais il n'y a pas mal de machin. C'est pas malheureux, hein. Qu'est-ce que tu penses du colza? Est-ce qu'il est beau? Oui, il est beau, mais... Oui, il est beau, il est beau. Ouais, bah dis la vérité, papy. Ouais, si, c'est vrai, pour la deuxième année. Bon, il est pas mauvais. Hein? Et quand tu penses que l'an dernier, c'est pas compliqué, l'an dernier, tous les champs, ils étaient comme ça. Papy n'est pas convaincu, alors direction le champ de blé juste à côté. L'avis des anciens est important, mais c'est surtout le jugement de son oncle et de son père qui inquiète Thomas. Mais c'est dur, hein, d'ailleurs. Les deux hommes ont financé une partie du projet. Pas question d'échouer, Patrick, le papa, veille au grain. Et écrasez pas tout mon blé, là, comme vous voulez que je fasse du rendement si tout le monde il écrase tout ce que je fais. Je suis pas trop inquiet. Ça sera nettement mieux que l'an dernier. Nettement mieux. L'an dernier, on avait joint les deux bouts, comme on dit. Hein. Cette année, ça devrait être un peu mieux. Au final, après 3 heures de visite et 5 cultures passées en revue, c'est l'heure du verdict. On n'a pas mieux chez nous, hein. Cette année, toujours. Ouais, non, bien sûr, oui, non, mais... Mais c'est vrai que c'est formidable. Hein. Parti si loin que ça, sans qu'on puisse pratiquement l'aider beaucoup. C'est bon. C'est eux qui savent comment il faut faire, c'est pas nous. Hein. Eux, ils ont déjà fait 50 ou 40 ou 45 récoltes. Donc c'est pour ça, ils ont 40 fois plus d'expérience que moi.
de voir des champs comme ça, et puis surtout des surfaces, parce que par chez nous en France, il n'y a pas des surfaces comme ça. Hein. Parce que là, c'est des centaines d'hectares. Oh, je serais jeune, je ne viendrais pas ici, moi. Ah ouais, mais seulement, il faudrait que j'apprenne le russe. Thomas peut souffler, toute la famille a apprécié son travail. Retour à Jytomyr. Le jeune Français a réservé la meilleure table dans ce restaurant, le plus prisé de la ville, pour la qualité de sa nourriture, mais aussi pour son ambiance. Au menu, musique locale, galettes de pommes de terre, les fameux dilouni et bien sûr la traditionnelle vodka. Je vous remercie tous d'avoir fait l'effort de venir ici, de venir nous voir. Ça n'a pas été un effort. Hein. On espère que vous garderez un bon souvenir de ce voyage. Et puis, vous avez le droit de revenir, bien sûr, autant de fois que vous voulez. Moi, je me demande si je vais repartir. Das vidania. Et puis, non, on a ça revient. À la vôtre. Allez, à la vôtre. On ne va pas aller jusque là-bas, mais bon, ça, allez. Prospérité dans tous les domaines. Une bonne récolte. C'est pas une demande en mariage, parce que... Non, ce sera incongru. Je sais que tu es la plus belle des mamans, mais avec ça, je pense que tu seras encore la plus belle. Waouh, waouh. C'est magnifique. T'as bonne mémoire et beaucoup de goût parce que j'aime les boucles d'oreilles et les boucles d'oreilles très discrètes. Un grand merci à vous deux. Et comme pour me créer, il a fallu un papa et une maman. Oh. On a prévu quelque chose pour le papa aussi. Ah. Oui. En fait, on espère que cette chose-là, ça va vous aider, ça va vous réchauffer. Merci. Bon anniversaire. Bon anniversaire en retard, papa. Bon. Avec ça, à mon avis, les loups peuvent commencer à avoir peur en Ukraine, à mon avis, avec ça. Là, je vais être vraiment un chef. Là, vous êtes obligé de m'obéir. Ouais. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut respirer ici, c'est votre joie de vivre. Et c'est vrai que c'était notre grosse inquiétude à tout le monde avant qu'on vienne. Et c'est vrai qu'on peut que constater que tout va dans le bon sens. C'est vrai que vous avez eu certainement des moments très difficiles. Et que nous, on a regretté de ne pas pouvoir être là à ce moment-là pour vous aider. Mais on sait que dans l'avenir, et avec la force que vous avez, tous ces problèmes vont se résoudre. Et sachez que, quoi qu'il arrive, on sera toujours là. Alors on peut les applaudir. Heureux d'être tous réunis et fiers de Thomas. Il est aujourd'hui le seul des 9 petits-enfants de la famille à être agriculteur. Ils pourront rentrer en France le cœur léger. Thomas, lui, va devoir assurer seul sa récolte. Fin juillet, sur l'île de Keménès. Pour les Robinsons agriculteurs, c'est l'heure du résultat. Un peu plus à gauche. Ça va au niveau vitesse? C'est bon? Oui. Il ne faut pas mollir, ils n'ont que quelques jours pour récolter leurs 5000 pieds de Mona Lisa, la variété de pommes de terre qu'ils cultivent. Ils doivent en ramasser 10 tonnes pour rentrer dans leurs frais. Il y a l'air d'y en avoir pas mal. Espérons que ce soit comme ça partout. Mais bon, faut qu'on attende de ramasser pour voir ce que ça donne. A priori, on va pas tirer des plantes sur la comète, mais ça a l'air d'être plutôt positif, on va dire, dans l'ensemble. Donc on croise les doigts et ça devrait bien se passer. On arrive au bout. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île il y a 3 ans, il n'y avait aucune culture. Ils ont tout fait eux-mêmes. Alors quand 2 anciens citadins fraîchement reconvertis à l'agriculture découvrent les résultats d'une année d'efforts, ils ont presque du mal à y croire. Ça a un petit côté magique, un petit côté jeu, un peu la chasse au trésor, de voir toutes ces bonnes pommes de terre qu'on a réussi à faire. Vous ne voyez pas souvent des belles patates comme ça, hein, madame? Faire du bio, sans aucun engrais chimique ni insecticide, c'est toujours une incertitude sur les rendements et sur la qualité. Et ils ont cette fois plutôt une bonne surprise. Il n'y a pas beaucoup de petites. Hein. Là, elles sont belles. Hein. Elles ont la peau bien dorée. Puis là, comme il a fait sec, la terre colle pas dessus. Donc ça va nous aider à les conserver plus longtemps. L'intérêt, c'est quand même qu'on puisse en vivre. Alors c'est vrai que s'il y a pas la quantité ou s'il n'y a pas la qualité,
On n'arrivera pas à les vendre. Ils ramassent les pommes de terre à l'ancienne, mais pour les vendre, ils font appel aux techniques les plus modernes. Sur l'île, pas de supermarché et pas de clients. C'est grâce à Internet qu'ils écoulent une partie de leur production dans toute la France. Celle-là, elle est grosse. Il suffit de passer commande sur leur site et pour 15 €, on reçoit directement à domicile un paquet comme celui-ci. Alors, on propose par Internet des colis de pommes de terre avec des produits qu'on consomme à la chambre d'hôte, de la tome aux algues, de la saucisse de Molène. Et donc, ils recevront tout ça dans 2 jours chez eux, quoi. Pour le reste, David et Soisic ont un circuit de distribution. Ils alimentent les magasins bio et les supérettes de la région. Après la récolte, c'est enfin le moment de prendre des vacances en famille. Pour ça, direction la plage la plus éloignée du champ de patates, de l'autre côté de l'île. Tant que Chloé n'a pas encore l'âge d'entrer à l'école, il compte bien rester ici le plus longtemps possible. Là, on est encore dans une phase expérimentale là, du projet, parce qu'on ne sait pas encore si on va pouvoir en vivre. Est-ce que l'entreprise va pouvoir être suffisamment solide pour pouvoir nous payer des salaires à l'année? Et donc, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, ça marche et qu'on puisse rester encore longtemps ici, quoi. Puis avoir des petits princes et des petites princesses. C'est vrai qu'on est heureux de vivre ici. On comprend la chance qu'on a de vivre ici aussi, même si c'est pas toujours facile. Donc, non, on se sent bien et on n'a pas spécialement envie d'en partir. Finalement, Soisic et David ont réussi leur pari. Patates. Patates. Ils ont vendu 10 tonnes de pommes de terre cette année. Patates. Patates. Ici, on fête la fin des moissons. Nous sommes en Indre-et-Loire, chez Élodie, l'agricultrice de 28 ans. Élodie est fan de moissonneuse cross, du Mad Max, 100% terroir. Ce dimanche a lieu la grande fête agricole qu'elle prépare avec des bénévoles depuis 3 mois. Ça va? Ça va. Bon. Salut Pierre. Ça va? Ouais, impeccable. On a toujours un peu d'appréhension, savoir si tout est bien calé, si on a bien organisé l'événement, donc dans quelques heures ça ira beaucoup mieux. Comme d'habitude, Élodie a de l'énergie à revendre. Le matin pour monter les stands et à midi pour servir les frites. 5000 personnes sont attendues sur la journée. C'est le plus grand rassemblement agricole du département. Et il y a déjà la queue au buffet campagnard. Il y a du monde, là ça afflue pour les repas, donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Faut pas que ça baisse de rythme. 2 minutes. Élodie est en première ligne. Elle se bat pour défendre un mode de vie contre les clichés. Ceux des paysans pollueurs et profiteurs. On est les mal-aimés, ouais. On est ceux qui touchons des aides de l'État, des primes. Il ne faut pas oublier qu'on nous a donné ces aides parce qu'on perdait de notre revenu. Donc on est critiqués par rapport à ça. On a une image de gens qui restent dans nos campagnes, des gens qui sortent pas, qui sont pas ouverts, ce qui n'est pas le cas. Donc là, ça donne une bonne image, ça donne une image dynamique, des gens ouverts sur l'extérieur. Pour faire la promotion du monde paysan, les organisateurs de la fête ont vu grand. Tente de produits du terroir, concours régional de labour, avec à la clé la qualification pour le championnat de France. Et surtout, la très attendue compétition de tractocross. Ici, c'est plus réputé que la Formule 1, le sport assez passionné. Une fête de l'agriculture, c'est au top. Il y a un cross, attention. Il y a des cas que je peux vous dire. Il y a des massages, ils font des massages, les gars, ils font de l'école. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben il n'y a pas de cadeau. Hein.
quelquefois des tracteurs qui se renversent et ça c'est super. Bon, c'est moins marrant pour le chauffeur, mais bon, c'est vrai que ça c'est spectaculaire quand même à voir. Ah oui, oui, oui. Normalement, sur la ligne d'arrivée, sur la ligne de départ, la ligne droite, il monte à 60 km/h. Et comme dans toutes les fêtes de village, ça se termine par un bon repas au son du bal musette. Élodie peut souffler en famille. La fête des moissons est un vrai succès. Allez. Bon, vous avez vu là un petit peu, il y avait du monde là tout à l'heure. 900 personnes ce soir, mais ce midi on a fait 500 repas servis. Et autour des moissonneuses crosses et des tractocoques, c'était blindé quoi. Travail dans les champs, roulotte, bénévolat. Même si elle est débordée, la jeune agricultrice n'échangerait pour rien au monde sa vie contre une autre, plus confortable. Cette année, suite à la sécheresse et aux incendies en Russie, Élodie a profité de la spectaculaire envolée des prix du blé. De quoi la conforter dans son choix de vie. Aujourd'hui, elle projette de s'agrandir et d'acheter une 3e roulotte. Paris, 7 h du matin, gare d'Austerlitz. Jean-Paul arrive du Béarn. Dans quelques heures, Bibassou va entrer en piste pour participer au concours de la plus belle truie. Direction le salon de l'agriculture. Allez, on y va. Allez. Le métro, il le prend une fois par an. C'est vrai qu'il faut être habitué à cette vie, quoi. Rapide et bon, encore à cette heure-ci, il n'y a pas trop de monde. Ça se voit que les Parisiens ne sont pas encore relevés. Mais c'est vrai que je ne pourrais pas rester ici, quoi. On stresserait vite, on ferait comme nos porcs. On serait très vite déprimé, je crois. Porte de Versailles, le salon de l'agriculture se prépare à ouvrir ses portes au grand public. Plus de 1000 exposants et 3500 animaux sur plusieurs niveaux. Premier challenge pour Jean-Paul, retrouver sa championne. On va aller voir Bibassou, je ne sais pas où aller. Eh bien, les portes sont là-bas. L'escalator, c'est là-bas. Voilà, c'est là-bas. Ah, ça y est, on s'approche. Et voilà. Voilà Bibassou. Alors Bibassou, je crois que tu es en forme. Parce que ça n'a pas toujours été facile, hein. La crainte de Jean-Paul, c'est qu'elle refuse d'aller jusqu'au ring pour passer devant les juges. Enfin, on verra bien tout à l'heure ce que ça donne. Allez. Eh oui, parce qu'elle est un peu énervée quand même. Et c'est pas le moment, puisqu'on a le ring maintenant ici. Et Bibassou aura le plaisir de venir se défouler ici. C'est vrai que c'est très bien. Sur le ring, une concurrente de Bibassou inquiète Jean-Paul. Là, il y a une très bonne truie. Ah, vraiment, elle est belle. Hein. Bien sûr, elle se montre mieux puisqu'elle a des porcelets. Ça pourrait être vraiment une truite difficile à battre. Il est 9 h, le public commence à arriver. Le salon de l'agriculture, ce sont plus de 600 000 visiteurs pendant 9 jours. Et ce cochon mal connu fait sensation. Mais ça c'est beau, regarde-les. C'est magique, j'adore les porcs et c'est magique. C'est des cochons qui ont mangé des glaces, des châtaignes à longueur de vie, ça. C'est du naturel. Les consommateurs semblent alléchés. Une première victoire pour Jean-Paul. Allez. Oh là 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 là, pour la faire avancer, la victoire. Remporter un premier prix, c'est une publicité unique pour un éleveur. Alors pas question que Bibassou lui fasse faux bond. Ah, elle est pas facile, hein. Ah, la Bibassou, elle est pas facile. Ça va, allez, vas-y. Allez, vas-y, Bibassou. Ça y est, enfin Bibassou a compris que
C'était le moment maintenant. Elle a surtout compris qu'il y avait des concurrentes. Heureusement, pas de points en moins pour cause de mauvais caractère. Jean-Paul est inquiet car c'est au tour de sa protégée d'être examinée par le jury et ça commence mal. La croupe moins allongée que l'autre. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un peu moins bon. Ouais. Elle fait plus. Oui, elle est moins. Elle fait plus allongée, elle est moins cassée. On a 7 quand même. Oui, moins fait. Ça vous savez, les juges, ils regardent tous les défauts. Le port de tête, la longueur des oreilles, le nombre de tétines ou le déhanché. Tout est passé en revue. La notation est sur 100 points. 62. Et le prix de championnat suprême. Le meilleur animal du concours en port basque est attribué à Jean-Paul Chapard ou Gaël Chapard. Ce sont les épaules de Bibassou qui ont fait la différence. Avec une note de 87 sur 100, elle remporte le premier prix. Pour Jean-Paul, c'est la preuve qu'il a fait le bon choix il y a 14 ans en misant sur la nouvelle filière du port basque. Et même s'il se réclame d'une nouvelle génération d'agriculteurs, il n'oublie pas les anciens. À mes parents, je dis merci. Mais parce qu'ils nous ont donné le goût du travail et l'amour de la ferme. Et on espère rester fidèles au message qu'ils nous ont passé. C'est ça un petit peu la force des exploitations familiales. L'amour de la ferme, mais aussi le sens de l'innovation. C'est aujourd'hui tout ce que Jean-Paul aimerait transmettre à son fils, pour que lui aussi puisse continuer à être agriculteur en France. À 2500 km de là, c'est l'effervescence sur les terres de Thomas, le paysan exilé en Ukraine. La récolte a commencé depuis 2 semaines. Aujourd'hui, il reste un dernier champ à récolter, 80 hectares de blé. Puis le jeune Français pourra faire ses comptes. Ce matin, il n'est pas rassuré, car pour moissonner, il doit compter sur la bonne marche de 2 antiquités. C'est une moissonneuse, c'est un héritage de l'URSS, ça. Là, c'est les petits modèles, et ça, c'est le gros modèle. Celle-là, c'est la Donne, la 1500A. Ces moissonneuses-là, elles paraissent pas comme ça, mais ça fonctionne, ça fait du grain à peu près propre. Et surtout, ça coûte pas très cher, donc c'est impeccable. D'un autre côté, c'est vrai que c'est un petit peu du stress, parce qu'on est toujours en train de surveiller qu'il n'y a rien qui casse, qu'il n'y en a pas une qui prend feu, que tout aille bien, quoi. En plus de ces 2 engins, Thomas a fait venir de France une moissonneuse moderne. Mais son chauffeur a mal compris les directives du jour. Il est parti dans les champs là-bas, il est parti dans le mauvais champ, ce con. Mais il écoute jamais, putain. Même avec Olga à ses côtés, difficile de se faire entendre. Non mais pourquoi s'ils me le battent comme ça? Putain, les longs tours, ils sont comme ça. Tony! Thomas est énervé, car en cette fin de récolte, il sait déjà qu'il n'atteindra pas les 1500 tonnes espérées. Une mauvaise nouvelle qu'il va devoir annoncer à son père et à son oncle, ses 2 soutiens financiers. Un petit peu déçu par la récolte, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est Dame Nature qui contrôle, hein, c'est pas nous. Nous, on fait que subir le climat. Bon, les prix sont là pour nous aider quand même. Le prix de vente des céréales est bon cette année, donc ça va compenser le manque de rendement. Une bonne nouvelle, c'est que la moissonneuse-batteuse plus performante a quand même retrouvé son chemin. Ah, il arrive, il arrive. Comme ça, avec 3 batteuses, ça avance. Ça avance un peu plus vite. Ouais. Juste essayer qu'ils évitent de se télescoper, ce serait pas mal. Là. Le champ, il est grand, mais non, ces cons-là, ils sont tous les 3 au même endroit. Quoi. Réussir en Ukraine, loin de chez lui, c'est un combat quotidien. Mais ce qui donne du courage à Thomas, c'est ça. Lorsqu'il voit ces millions de grains remplir la remorque, il mesure tous les efforts accomplis. Ça, c'est notre récompense. C'est ce pourquoi on se lève tous les jours le matin. C'est ce pourquoi on se creuse le cerveau tous les jours de l'année pour savoir comment on va faire pour améliorer le système. C'est le fruit du travail de l'année, ça. Ça va? Ça a l'air d'aller, non? Ouais, ça va, c'est propre. Ça va? Ouais, c'est propre. Ça va, toi, les grains sont à peu près beaux, il n'y a pas trop de piqûres d'insectes. C'est pas mal, c'est pas trop mal.
C'est vrai que cette année, c'est mieux que l'an dernier, on voit une amélioration. On fait 2 fois plus par rapport à l'an dernier. Donc déjà, c'est vrai que ça motive, ça donne envie, ça donne le punch pour continuer l'an prochain. On peut encore être milliardaire cette année, ma chérie, je suis désolé. C'est pas grave. Je suis désolé, mais bon. Ça va venir un jour. On s'aime, hein? Oui. C'est le principal. Tout à fait. T'es heureuse? Bah, moi, Toi? je suis heureux. Si toi, t'es heureuse, moi, je suis heureux, donc tout va bien. C'est bien, on va y arriver dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va y arriver. Tout sera toujours bien. Ouais. T'inquiète pas. Ça va aller. Bah, si les moissonneuses sont pas en panne. Comme Élodie, Thomas a bénéficié cette année de l'envolée du prix des céréales. Malgré tout, le jeune paysan français hésite encore à poursuivre l'aventure en Ukraine. En France, le nombre d'exploitants agricoles a été divisé par 2 en 40 ans. Ils ne sont plus que 436 000 aujourd'hui.